Sinon, c'est des résultats préliminaires de ma thèse de doctorat, en fait, que je vous présente ici. Parfait. La même chose que je devais présenter, en fait, au printemps dernier, mais qu'il a pas pu, ça n'a pas été possible dû au fait que ça a été reporté. Donc là, je pense que je peux partager mon écran. OK, ce ne sera pas bien long. Donc, c'est ça, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Ma thèse porte sur la réglementation là, en général. Sauf que là, aujourd'hui, je vais parler en fait là, des consultations réglementaires, en fait, de l'impact que les consultations publiques peuvent avoir sur la teneur des règlements. Donc, je ne sais pas si j'attends votre go pour commencer. Je vais juste aussi activer le chat pour pouvoir voir les indications que vous me donnez. OK. Je sais pas, Hélène, elle fait sonner une petite cloche là, quand il reste 5 minutes, puis environ 2 minutes. Là. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah, on l'a entendu. Je sais pas Moi, si c'était. je l'ai bien entendu tantôt. OK. OK. Moi, j'entends pas votre cloche par contre, mais si vous pouvez OK. l'écrire dans le chat, ça va être bon. Ben, je fais les Pas de deux. problème. Je fais les deux. Pardon? Je fais les deux. Je fais la cloche et le chat. Donc, ça devrait être. OK. Donc, je vais débuter. Tu peux y aller quand tu veux. OK, parfait. Donc, ma présentation va être un peu inhabituelle. Je ne vais pas vous présenter une recherche en particulier, mais plus trois. En fait, parce que moi aussi, je fais une thèse par article. Je vais vous parler essentiellement d'un projet d'article et aussi d'un article qui est déjà publié et d'un autre qui est au stade de brouillon. Bon, ça peut paraître un peu un patchwork, un peu étrange, mais je vais essayer de faire que tout ça fonctionne parce que chacun des articles s'alimente et sont interdépendants. Et tous, ils vont tous quand même rester dans le même sujet, l'impact des consultations publiques formelles sur les textes réglementaires au Canada. Donc, l'objet de mes recherches sont les consultations publiques au niveau fédéral et plus particulièrement les consultations qui ont lieu lorsqu'un règlement est modifié, créé ou abrogé. Au Canada, à chaque fois qu'un règlement est modifié, de manière importante, une étude d'impact est réalisée. Donc, les fonctionnaires vont devoir aller faire une étude d'impact sur le terrain, aller voir comment va être vécu ce changement réglementaire-là. Et dans le cadre de ces études d'impact-là, il va y avoir des consultations publiques qui vont être systématiquement entamées. Donc, les fonctionnaires fédéraux vont consulter directement les parties prenantes qu'ils considèrent comme étant potentiellement affectées par les changements qui sont proposés ou encore les gens qui perçoivent avoir des intérêts là, par rapport à ces changements-là. Donc, typiquement, ce qui va arriver, c'est que c'est les acteurs économiques comme les industries, les associations de producteurs qui vont être le plus souvent consultés. Par contre, les autres agences gouvernementales vont aussi consulter et certains groupes citoyens qui vont être identifiés ou encore, s'il y a lieu, les communautés autochtones. Mais en plus de ces consultations-là, qui peuvent être plus ou moins formelles et quand même assez organiques, c'est le gouvernement qui va vers ces gens-là, qui les connaissent dans leur réseau, il y a aussi une deuxième forme de consultation publique, plus ouverte, qu'on appelle les Notice and Comment. En fait, c'est des consultations qui vont être ouvertes à tout le monde, au grand public. Donc, en fait, on va présenter, on va notifier les gens, on va leur présenter la proposition de changement réglementaire. Elle va être annoncée publiquement dans la Gazette du Canada. Et ensuite, on va, en fait, les fonctionnaires fédéraux vont décider de mécanismes de consultation afin de prendre les feedbacks des parties prenantes qui auraient pu manquer dans leur première période de consultation. Ça peut prendre plusieurs formes, des forums, des assemblées. Ça peut être aussi, en fait, c'est surtout des dépôts de mémoire. Ça peut être aussi des sondages. Donc, à peu près toutes les formes sont bonnes dans ce cas-là. Et ces consultations-là peuvent s'étendre sur plusieurs mois. Même parfois, ça peut s'étirer sur 1 an. Et l'objectif, en fait, de ces consultations-là, en général, c'est d'élargir un peu les ornières de l'administration publique et d'aller chercher les informations ailleurs, de l'information qui aurait pu passer sous le nez, en fait, des régulateurs, des fonctionnaires dans leur bureau. Étant donné que l'administration publique fait une très grosse part du travail gouvernemental au Canada, sans être élu, ben, les consultations, puis toute la transparence derrière le travail qu'ils vont faire, les fonctionnaires, ben, sert entre autres à légitimer le processus réglementaire canadien. Donc, l'objectif, moi, de ma recherche, ça va être justement de savoir si les efforts que l'administration publique déploie pour consulter les Canadiens
Mais est-ce que ça donne quelque chose? Je veux savoir si l'information que les fonctionnaires récoltent lors de ces consultations-là a un impact significatif sur les règles. Et là, je parle vraiment spécifiquement dans cette recherche-là là, des consultations de type Notice and Comment, dont celle après que la première proposition de règlement a été affichée. Donc d'abord, on peut se demander là, pourquoi le gouvernement consulte. En fait, il y a deux familles de théories qui justifient la pertinence des consultations. La première est héritière en fait du néolibéralisme et du New Public Management et s'articule autour du concept là, de Smart Regulation. Elle veut que les fonctionnaires, elle dit qu'en fait, les fonctionnaires sont incapables, avec l'information qu'ils ont, d'écrire des bonnes règles. Le gouvernement régule à peu près tous les secteurs d'activité économique, mais les fonctionnaires ne sont pas experts dans chacun de ces domaines-là et n'ont pas l'information que les entreprises ont. Donc, cette théorie normative-là veut dire qu'en fait, propose de consulter, quand on écrit des règles, les personnes qui sont régulées. C'est eux qui détiennent l'information la plus à jour, qui sont au courant au mieux de leurs propres activités. Et c'est très important en fait, de les consulter afin de ne pas faire des règles qui seraient déjà désuètes ou déjà adéquates là, aussitôt qu'elles sont publiées. Donc, on a besoin de leur input informationnel pour avoir des règles éclairées. Fait qu'on va ouvrir le processus décisionnel aux parties régulées. Ça ne va pas seulement se faire là, dans les ministères, dans la tour d'ivoire, on pourrait dire, là, de la fonction publique. Ils vont devoir aller sur le terrain, parler aux gens qui régulent. Donc, avoir une réglementation qui est plus réactive et plus proactive. D'un autre côté, on a une perspective, un autre courant théorique là, qui vient du courant critique en sciences politiques. Cette théorie ces théories, en fait, viennent dire que les fonctionnaires et les experts gouvernementaux croient, à tort, savoir ce qui est mieux pour les citoyens. Donc, lors de la prise de décision, le point de vue et les préférences des citoyens sont donc systématiquement ignorés ou encore, tout simplement, là, jamais entendus. On parlerait donc d'une dictature technocratique, là je mets des gros guillemets, où les décisions qui affectent les citoyens seraient prises là, sans leur rapport ou minimalement sans leur consentement. Donc, cette rhétorique-là a été notamment reprise par le développement durable. Là, si vous connaissez un peu votre développement durable, on mise beaucoup sur la participation démocratique, sur l'ouverture, la démocratisation en fait de la prise de décision, pour venir un peu contrecarrer ce qu'on appelle le paradigme traditionnel où les experts, les fonctionnaires, les industries dictent plus souvent qu'autrement la plupart des décisions qui se prennent au gouvernement. Donc, ces deux approches-là ne pourraient pas être plus philosophiquement éloignées, mais font le même constat. Le gouvernement ne peut pas gouverner seul. Il doit ouvrir la prise de décision et faire de la place autour de la table à d'autres acteurs. Les premiers veulent faire de plus de place là, aux acteurs économiques, ceux qui sont régulés, et les deuxièmes, en fait les seconds, là, la théorie plus critique, veut faire plus de place à la société civile. Étrangement, quand on lit les directives administratives pour les régulateurs, pour les fonctionnaires, et quand on regarde les pratiques là, au Canada, ces deux approches-là se marient, sont imbriquées, on pourrait dire, dans les pratiques là, au gouvernement fédéral. Donc, c'est un peu la théorie, donc les raisons pourquoi on voudrait faire ça. Sauf que la littérature empirique par rapport à l'effet en fait, de ces consultations-là est assez partagée. Certaines études disent que le processus est essentiellement symbolique, là, que c'est en fait juste de la poudre aux yeux, que ça ne sert à rien. D'autres disent que c'est une opportunité de plus pour les entreprises de faire du lobbying. Et d'autres viennent dire au contraire là, que ça permet aux citoyens d'avoir une voix qui normalement n'en ont pas. Et ils vont dénoter même des cas où les citoyens, lors de ces consultations-là, vont pouvoir contrecarrer des tentatives des acteurs économiques d'orienter les règles selon leurs propres préférences. Donc, moi, mon objectif, c'est un peu de débrouiller tout ça et de voir, là, de tester en fait ces différentes hypothèses-là pour savoir qui a raison par rapport en particulier aux consultations là, Notice and Comment qui sont expressément conçues pour intégrer là, les inputs du grand public au processus décisionnel. Donc, mon hypothèse, en opposition avec l'hypothèse nulle, c'est que ce type de consultation-là aurait un impact. Donc, comment je vais faire pour vérifier ça? Comment je fais? Voici ma stratégie empirique. D'abord, j'ai à ma disposition les textes des règlements, les textes des changements réglementaires avant et après les consultations formelles de type Notice and Comment. C'est-à-dire que j'ai la proposition du règlement publiée la première fois pour susciter les réactions des gens, leurs commentaires, et la version finale et officielle qui a été écrite en réaction à ces commentaires-là. Donc, pour avoir interviewé des personnes impliquées dans le processus,
je sais que la seule chose qui peut faire changer le texte d'une version à l'autre, c'est justement les consultations Notice and Comment. Donc, avec une analyse de similarité lexicale assez simple, je suis en mesure en fait de voir à quel point le texte des changements, le texte des règles change après les consultations de type Notice and Comment. Et ensuite, avec une stratégie là, empruntée aux méthodes mixtes, je peux aller identifier les endroits où les textes, en fait, où les changements sont le plus importants et d'aller voir, ben, c'est quoi les commentaires qui vont faire bouger les fonctionnaires. Parce qu'en plus du texte des changements réglementaires, j'ai aussi les résumés des consultations avant et après les notice and comment. Donc là, je peux comparer quels commentaires ont été exprimés spécifiquement pendant ces périodes-là et essayer de faire le lien là, un peu plus inductivement, essayer de voir en fait si ces commentaires-là influencent au final les règles, à les retracer, en fait, on pourrait dire, le changement dans le résumé des consultations. Ici, à la droite, à votre droite ou votre gauche, là, je ne suis pas certain, vous avez votre droite, oui, je pense. Vous avez un petit exemple de texte qu'on retrouve là, dans la Gazette du Canada, qui est la base en fait de mon corpus. Un petit exemple de consultation que j'utilise. Pour ce qui est des résultats, ben, pour l'instant, j'en ai pas encore, désolé. C'est encore juste un projet d'article et là, j'ai la littérature de fait, mais je n'ai pas encore l'analyse empirique, là, elle reste à faire. Cependant, je ne vais pas vous laisser là-dessus là, sur une autre présentation sans. Ben, en fait, pas une autre, mais une présentation sans résultats qu'on voit trop souvent là, dans des séminaires. Donc, je vais vous parler d'autres recherches que j'ai faites qui pourraient nous donner des indices par rapport à ce que je pourrais trouver, en fait. Dans un premier article que j'ai coécrit avec Éric Monpetit et Marc Tremblay-Faulkner, on a trouvé, en utilisant la même base de données que ce que je vais faire pour l'article que je viens de vous présenter, que plus les personnes qui prennent part aux consultations publiques sont diversifiées, plus les règlements vont être contraignants. Donc, on a un indice de la contrainte réglementaire et un indice de la diversité des parties prenantes. Et on note un effet positif. Donc, plus il y a de gens différents qui viennent dire leur opinion, plus que les règles sont limitatives, on pourrait dire, plus qu'elles sont contraignantes. Donc, on a noté que les consultations, là, en général, pas les notice and comment, mais toutes les consultations ont un impact sur au moins certaines caractéristiques des règlements. Deuxièmement, dans un autre article qu'on est en train de finaliser, là, encore une fois, Éric Monpetit et cette fois-ci avec Alejandra Costa, on vient tester des hypothèses de Frank Baumgartner qui veut qu'en fait, qui dit que plus en fait, excusez-moi, qui dit que les policy makers, plus ils consultent et recherchent des sources d'informations variées, plus les politiques qu'ils vont développer vont être complexes, vont être compliquées. Donc, dans cet autre article-là, on reprend encore une fois les mêmes données et on constate que plus les consultations sont longues là, en nombre de mots, plus le texte des changements réglementaires aussi va être long et plus on a de chance d'avoir un changement qui est important. Donc, plus les consultations sont longues, plus on a de chance d'avoir un nouveau règlement au lieu de simplement un amendement, excusez-moi, un règlement qui existait déjà. Donc, on finit par constater que plus les administrateurs fédéraux, plus ils consultent, en fait, quand ils écrivent des règles, plus ils vont consulter, plus ils vont chercher l'information, plus que les consultations vont être importantes, plus les changements réglementaires aussi vont être importants. Donc, on a un autre indice, en fait, de l'impact des consultations à un autre niveau cette fois-ci. Donc, en conclusion, je pense que je suis un peu en deçà du temps, là, mais ça va laisser plus de temps pour les questions. Je dirais que consultation matters, donc les consultations comptent. Ça, je suis quand même assez certain pour l'instant. Ce qui me reste à démontrer, moi, après ça, c'est d'aller voir si les notice and comment, eux, ont un impact. Parce que ça, c'est les consultations où la société civile a vraiment plus l'opportunité de proposer des trucs, de critiquer. Donc, c'est vraiment là, c'est comme son espace à elle qui est plus privilégié, vu qu'elle n'a pas vraiment de lien avec l'administration publique normalement, contrairement aux industries. C'est là où elle peut s'exprimer. Et en fait aussi, là, on a déjà quantifié certaines caractéristiques là, des règles qui sont influencées par les consultations, mais on n'est jamais allé voir ben, c'est quoi la nature en particulier là, du changement dans les règlements, en fait, particulièrement là, par rapport aux notice and comment.
Donc, ça reste à voir. Je n'ai pas encore mes résultats, sauf que d'après les recherches qu'on a fait, là, ça regarde bien. En fait, je prendrais le pari que les notices and comments ont un impact. Ce n'est peut-être pas la chose la plus importante dans la création d'un règlement, mais quand même, quand les gens viennent mettre leur grain de sel, ça finit par compter. Donc, voici quelques références. Alors, je vous remercie beaucoup.